Deuxième rendez-vous de la saison de questions-réponses. C'est rendez-vous au premier virage et c'est maintenant. Mon cher Tacos, pas simple de répondre à cette question. Oui, à un moment, on a vu en piste 6 moteurs Mercedes en fond de peloton. Mais il y a quand même 2 voitures équipées d'un moteur Mercedes, les Mercedes, de Lewis Hamilton et de George Russell, terminés 3e et 4e. Pour autant, il y a certainement, à l'heure actuelle, un déficit, mais qui est à mesurer et à tempérer, aurais-je envie de dire, à tous les autres problèmes ou tous les autres déficits que connaissent les écuries, que ce soit Mercedes ou leurs clients. Donc peut-être en manque-t-il au niveau du moteur, mais il y a aussi les déficits liés aux performances aérodynamiques des uns et des autres. Donc tout ne peut pas être mis sur le dos du moteur Mercedes. Pour autant, il semble qu'il y ait un déficit de vitesse de pointe, mais là aussi, il faut regarder la puissance du moteur, mais également les ailerons, notamment les ailerons arrière. S'ils étaient très braqués chez Mercedes le week-end dernier, ça réduit aussi le potentiel en termes de vitesse de pointe. Donc, il ne faut pas jeter l'opprobre uniquement sur le moteur et attendre peut-être quelques Grands Prix pour pouvoir, sur un panel différent de circuits, comparer les moteurs aux uns et aux autres. Alors Alexis, oui, je crois au retour de Mercedes au premier plan pour plusieurs raisons. Parce que c'est Mercedes déjà, parce qu'ils ont des moyens très importants, humains, techniques. Je ne parle même pas de la limite financière imposée aux écuries, mais ils ont aujourd'hui dans leur mur des moyens technologiques très importants pour trouver des solutions. Maintenant, il faut premièrement qu'ils analysent bien quels sont leurs problèmes, parce que bien orienter les décisions ensuite sera capitale pour ne pas perdre de temps et pour appliquer les bonnes solutions. S'ils ont le sentiment d'avoir trouvé le souci et que ce n'est qu'une petite partie du problème, ils ne régleront pas le problème global. Donc combien de temps tout cela va prendre? Un certain temps. Il faut analyser, comprendre, être certain d'avoir bien compris les problèmes et ensuite appliquer des solutions et les mettre en œuvre, les concevoir, les créer, les construire et les apporter sur des grands prix, les tester, s'assurer que ça fonctionne et peut-être avoir donc la solution au problème. Ça peut prendre un certain temps. En tout cas, ce week-end, les problèmes de Mercedes ne seront pas réglés. Maxime, le patron de la F1, n'a pas annoncé qu'il y avait un calendrier à 30 Grands Prix. Il a dit que potentiellement 30 Grands Prix étaient possibles, ou en tout cas il y avait 30 lieux différents à même d'organiser un Grand Prix. Pour autant, est-ce qu'on montera le calendrier à 30? Ça, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre pour l'instant. Déjà parce que réglementairement, la FIA interdit plus de 25 Grands Prix. Donc il faudrait réécrire les règlements, que tout le monde s'assoie autour d'une table et soit d'accord pour qu'on puisse augmenter ce nombre maximum de Grand Prix qui est à l'heure actuelle fixé à 25. Monter à 25 Grands Prix, ça c'est fort possible. On sait qu'il y a des candidats qui seraient prêts rapidement à venir intégrer le calendrier de la Formule 1. On pense à Las Vegas, on pense à l'Argentine, on pense à l'Afrique du Sud qui semble s'intéresser de nouveau à rejoindre le calendrier de la Formule 1. Des Grands Prix en Europe également. Maintenant, est-ce qu'il faut aller au-delà de 25 Grands Prix? C'est déjà beaucoup de courses sur une saison, 23 tel qu'est le calendrier aujourd'hui. 25, ça deviendrait la moitié de l'année. Il y a 52 semaines, on serait quasiment à la moitié, un week-end sur 2, du 1er janvier au 31 décembre sur un Grand Prix de Formule 1. Est-ce que c'est ce dont la Formule 1 a vraiment besoin? Est-ce que les gens qui travaillent en Formule 1 sont capables de supporter ce rythme? Ça semble difficile quand même. John Benjamin, eh bien écoute, les pilotes se mettent en apnée déjà de manière quasiment inconsciente. C'est comme si toi tu vas à la piscine, tu sautes du plongeoir de 3 mètres, ce qui est déjà très haut, et bien au moment où tu vas atteindre la surface de l'eau, tu vas te contracter et tu vas bloquer ta respiration. Eh bien les pilotes le font aussi de manière inconsciente lorsqu'ils arrivent dans des virages. Ils se contractent, ils se préparent au poids et à la force centrifuge des voitures et pour mieux résister à ces forces très fortes, très lourdes, eh bien, ils se contractent et bloquent leur respiration. Les pilotes d'avions de chasse font également ça, les spationautes font également ça sur les phases de décollage. Eh bien, ce sont des réflexes
physiologique pour permettre à tous les muscles de se contracter et de résister à la pression subie sur ces virages, notamment sur les virages rapides. Alors, avantage Houdon, là aussi, ça tient à la puissance du moteur, mais également aux configurations aérodynamiques des voitures. Si pour passer dans les virages, les équipes ont besoin de mettre beaucoup plus d'ailerons, ça freinera les voitures dans les lignes droites. Donc même avec un bon moteur, on pourrait voir masquer la valeur réelle de celui-ci par des choix aérodynamiques différents. Donc ce week-end, c'est un circuit à haute vitesse, beaucoup de lignes droites, des virages très rapides qui s'enchaînent. Il faut un beau moteur, bien sûr, mais il faudra également une bonne aéro qui permettra aux écuries de ne pas embarquer trop d'ailerons arrière, trop de braquage d'ailerons arrière. Et à ce moment-là, les moteurs pourront livrer leur plein potentiel. Thomas, plusieurs hypothèses sur ce qui est arrivé aux pilotes de Red Bull équipés du moteur Honda. La première touche la pompe à essence. Il faut savoir que le système d'alimentation entre le réservoir de carburant et le moteur est un système complexe avec plusieurs pompes à essence notamment. Il y a d'abord des pompes basse pression qui sortent le carburant du réservoir et qui l'emmènent vers des pompes haute pression qui, elles, amènent l'essence aux injecteurs qui ensuite injectent le carburant dans le moteur. Tout ça est assez complexe, mais il faut savoir que ces pompes sont maintenant des pièces standardisées. Les pompes basse pression sont fournies par un manufacturier en particulier et les pompes haute pression par un autre manufacturier, mais toutes les écuries ont le même matériel. Cependant, entre ces pompes, il y a plein d'autres petits éléments qui là sont conçus par les écuries, chacune les unes les autres, par les motoristes entre autres. Et puis, il y a les carburants qui sont utilisés et le carburant diffère d'une écurie à l'autre, d'un pétrolier à l'autre. Donc il y a quand même des éléments différenciateurs qui pourraient expliquer que Honda a été touché par ces problèmes, même si d'autres écuries ont mentionné le fait qu'ils avaient eu des petits soucis avec leur pompe à essence depuis le début du week-end à Bahreïn. Donc ça peut venir de ces pièces standardisées, ça peut venir de pièces réalisées par les motoristes ou par les écuries en interne, et puis c'est peut-être un autre souci au sein même du réservoir. On a parlé de ce phénomène de vapor lock. C'est lorsque le carburant surchauffe et qu'à ce moment-là, il devient gaz. Et en devenant gazeux, il crée une pression dans le réservoir qui empêche le carburant encore liquide de s'échapper par les pompes à essence. Est-ce le problème rencontré par Red Bull? Peut-être. On sait qu'elles étaient derrière une voiture de sécurité pendant un moment. C'est dans ces périodes souvent que les voitures surchauffent. Est-ce que le carburant dans le réservoir a surchauffé pour X ou Y raison et s'est transformé en vapeur, en gaz, et aurait donc empêché le carburant à ce moment-là de sortir du réservoir et créant comme une panne d'essence alors qu'il y avait encore du carburant dans le réservoir? C'est une autre possibilité. Pour l'instant, seul Red Bull le sait ou non d'ailleurs. Oui, Jordan, Guan Yu Zhou n'est pas le premier pilote à inscrire un point ou des points lors de son premier Grand Prix. Il faut savoir qu'au total, dans l'histoire de la Formule 1, 346 pilotes au total ont inscrit au moins un demi-point. Il faut savoir que celui qui a inscrit le plus de points dans l'histoire de la Formule 1, c'est Lewis Hamilton. Il en a inscrit 4180,5 avant ce Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022. Que celle qui en a inscrit le moins dans l'histoire, c'est une femme. Elle s'appelle Leila Lombardi et elle a inscrit un demi-point dans sa carrière. Et donc au total, ils sont 346. Et parmi ces 346, 77, Guan Yu Zhou était le 77e pilote à inscrire au moins un point dès sa première participation en Grand Prix. Sachez que le dernier en date, c'était Yuki Tsunoda, qui l'an dernier à Bahreïn était nouveau et pour son Grand Prix avait également eu la chance de rentrer dans la zone des points. Alors Mika, il faut savoir qu'il existe quelques arrivées extrêmement serrées dans l'histoire de la Formule 1. En fait, il y a 5 Grands Prix qui se sont terminés entre le vainqueur et son poursuivant, avec moins d'un dixième d'écart entre les deux. Le Grand Prix le plus serré de l'histoire, c'était en Italie, 1971, et l'écart était de 10 millièmes de seconde entre le vainqueur
Peter Getting, et le deuxième, Ronnie Peterson. Ça, c'est l'arrivée la plus serrée de l'histoire. Il y avait 10 millièmes. Maintenant, eh bien, s'il y avait encore moins d'écart, sachez que même si on mesure au millième de seconde, donc 3 chiffres après la virgule, eh bien, les instances dirigeantes ont la possibilité d'aller mesurer au millionième de seconde, à 4 chiffres après la virgule. Donc, pour départager deux voitures, on pourrait les départager au millionième de seconde et on arriverait à distinguer, je pense, un vainqueur.